Salut à tous, eh bien c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. J'ai une vidéo un peu particulière puisque, comme vous pouvez le voir dans le titre, eh bien c'est mon premier anniversaire, celui de ma chaîne, puisque exactement le 4 décembre 2016, je publiais ma première vidéo sur ma chaîne. Donc c'est en fait demain officiellement que ce premier anniversaire aura lieu. C'était à l'époque les pronostics de TLC 2016. Alors c'était fait évidemment de façon très artisanale à l'époque. Alors un an après, on va dire que j'ai fait un peu de progrès, mais ça reste quand même toujours artisanal. Je ne suis pas du tout un professionnel de la vidéo, du montage, etc., etc. Donc je fais vraiment ça avec mes propres outils, mes propres mains avec ce dont je dispose. Donc c'est-à-dire pas grand-chose. Mais du moment que je peux être écouté et vu, je pense que ça suffira amplement. Donc c'était une petite vidéo qui tombe bien aussi puisque on est dans un creux, on est entre deux pay-per-view. Survivor Series est passé, Clash of Champions ce n'est que dans 2 semaines, donc c'était le bon moment, je pense. Ça tombe très très bien. C'était le bon moment pour évoquer ça, parler un peu de mon anniversaire et du coup à l'occasion de cet anniversaire de la chaîne, de parler un peu de mon histoire et de ma relation au catch depuis que je m'y intéresse, c'est-à-dire un très très long moment, puisque pour ceux qui ne le savent pas, et d'ailleurs je crois que je n'en ai pas trop parlé, j'ai quand même fêté il y a maintenant pratiquement 3 semaines mes 38 ans. Donc 38 ans, ça commence à faire un certain âge. Du coup, mes premiers souvenirs de catch remontent bien entendu, en tout cas pour ceux qui ont à peu près mon âge et qui sont aussi des passionnés, comme la plupart, à Canal+, donc aux diffusions de l'époque sur Canal+, encrypté bien sûr. Alors je n'arrive pas à estimer l'année exacte, mais je sais que c'était à la fin des années 80. Je pense que c'était soit 87, soit 88. En tout cas, ça tourne autour de ces années-là. J'étais au collège, ça c'est sûr. J'étais même pas au collège. D'ailleurs, je dis n'importe quoi. J'étais encore en CM1, CM2. J'étais vraiment passionné finalement très très jeune. Après, à vrai dire, je ne sais même pas comment je suis tombé sur le catch à la télé la première fois. Je suis complètement incapable de vous le dire. Je pense que c'est tombé complètement par hasard. J'ai commencé à regarder, et puis voilà, c'est à l'époque, si je me souviens bien, il devait y avoir King Haku à l'époque avec sa cape et sa couronne. Il y avait les Bushwalkers, il y avait Tugboat, il y avait Dusty Rhodes, il y avait Ted DiBiase. Qui c'est qu'il pouvait y avoir à l'époque? Il y avait Mr. Perfect, Tito Santana, les Legion of Doom, les Rockers. Voilà un peu. Hulk Hogan, bien entendu. Voilà à peu près le paysage de l'époque, des superstars qui pouvait y avoir. Donc ça c'est dire que ça date quand même pas mal. Et puis en plus à l'époque ce n'était pas la WWE bien entendu, c'était la WWF. C'était une toute autre époque avec bien entendu des cordes qui étaient molles. On ne pouvait pas se servir des cordes comme d'un tremplin comme peuvent le faire maintenant la plupart des luchadors ou en tout cas des high flyers qu'on peut voir à 205 Live. Le rythme était bien entendu pas le même, c'était beaucoup plus lent, moins technique, c'était assez répétitif, il y avait quand même pas énormément de prises diverses. Il y avait des prises qu'on ne voit plus aujourd'hui, comme le marteau pilon, le pile driver, qui est interdit maintenant. Un simple body slam, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, et pourtant c'était à l'époque quelque chose qu'on voyait souvent. De la même façon, le back body drop, le surpassement par-dessus les épaules, on le voyait beaucoup à l'époque, on le voit un peu moins souvent aujourd'hui. Bref, il y a quand même énormément eu d'évolution. Et puis maintenant, notamment aussi physique, évidemment les capacités athlétiques des athlètes, en tout cas des lutteurs aujourd'hui, sont beaucoup plus développées. Et bien entendu, il y a aussi les infrastructures qui ont changé. La WWE est quand même dotée d'un performance center qui est quand même de tout premier plan.
Et évidemment, ceux qui arrivent là, ben, ils ont quand même déjà un très bon, un très bel écrin. Ils ont de quoi se préparer et s'entraîner vraiment dans les meilleures conditions. Et il y a également aussi la capacité de se développer aussi au niveau des promos, euh, de ses entrées in-ring. Enfin, il y a quand même, on peut tout faire maintenant au Performance Center. Donc on peut vraiment fabriquer, on va dire, les futures stars, futures superstars. Et on n'avait pas ça, bien sûr, à l'époque. Et puis à l'époque, c'était quand même des gimmicks qui étaient très caricaturales. On avait quand même le Big Boss Man, c'était le policier. On avait Axa Jim Duggan avec son madrier. Et puis évidemment, ces uniformes en tout genre, les Demolition, qui étaient un peu plus, on va dire, rock'n'roll avec leur pic, leur cuir et leurs petits piquants de partout. Il y avait quand même des gimmicks très marqués. IRS, bien entendu, en inspecteur des impôts, Ted DiBiase en millionnaire du ring. Enfin, il y en avait des tonnes et des tonnes. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu moins marqué et un peu moins entre guillemets ridicule. Maintenant, on a des personnages qui sont un peu plus soit badass, soit on va dire plus épurés au niveau de leur apparence. Ils sont musclés, ils sont athlétiques, mais leurs tenues sont beaucoup plus, on va dire, classiques. Et quand on voit maintenant à l'heure actuelle des lutteurs comme les Bludgeon Brothers qui ont été repackagés, eh ben on a l'impression justement c'est un peu des quelques exceptions et qu'on retrouve un peu de ce style des années 80 où là justement on a une gimmick très marquée avec ces frères marteaux là, ils arrivent avec des grosses massues. C'était voilà, ça ressemblait beaucoup plus à ce qu'on avait à l'époque et ce qu'on a plus trop aujourd'hui, donc si ce n'est voilà quelques rares exceptions comme les Bludgeon Brothers. Donc il y a quand même eu une évolution assez importante ces 30 dernières années, hein, puisque finalement avec ce premier anniversaire de ma chaîne, on peut aussi combiner ça avec à peu près, hein, grosso modo, les 30 ans de passion pour le catch que j'ai. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important dans ma vie, puisque j'en ai quand même fait une chaîne. Et j'ai aussi, bien sûr, vous avez pu le voir dans certaines vidéos, une collection aussi de figurines que j'ai entamée en 1990. Donc vous vous rendez compte, donc j'avais que 10 ans à l'époque, lorsque j'ai fait un voyage aux États-Unis en tant qu'enfant, et malheureusement je n'ai pas pu y retourner depuis. Et j'ai commencé à emmagasiner des figurines, hein, toutes celles qu'il y avait à l'époque. Il y en avait un sacré paquet, j'en ai ramené énormément. Et j'ai continué, une fois retourné en France, j'ai continué à agrandir ma collection. Et comme vous avez pu voir récemment, je continue même à 38 ans, hein, et je continue à être un grand enfant et à collectionner les superstars d'aujourd'hui en figurines. Et d'ailleurs, je vous en montrerai tout à l'heure, puisque j'en ai eu quelques-unes, hein, des nouvelles que j'ai pu avoir lors de mon anniversaire, puisque mon anniversaire, cette fois-ci le vrai anniversaire, de mes 38 ans a eu lieu mi-novembre. Donc je vous montrerai les quelques figurines que j'ai pu avoir. Et d'ailleurs je peux vous dire tout de suite que j'en aurai de nouvelles à Noël. Donc ma collection n'est pas près de s'arrêter. Et puis bon, tant qu'il y a des superstars nouvelles, il y aura toujours des nouvelles figurines. Et donc pour moi c'est toujours tout bénef. En ce qui concerne donc un peu donc l'historique, donc j'ai commencé donc sur Canal+, avec à l'époque Eddie Carpentier et Guy Auray, qui ça ne doit peut-être pas parler à grand monde, si ce n'est aux fans. C'était un super duo, moi j'aimais beaucoup ce duo. C'était très vieille France, hein, bien sûr, c'était à l'époque, hein. Mais on avait un duo qui marchait très très bien, avec Guy Auray qui faisait le heel dans les commentaires, Carpentier qui faisait plus le face. Carpentier qui est bien entendu un ancien lutteur, hein, émérite, hein, qui a fait une très belle carrière, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Guy Auray, lui, il a fait complètement une autre trajectoire. Voilà, on n'entend plus trop parler de lui, mais je sais qu'il vit au Canada. C'était un ancien quand même sportif de haut niveau. Je crois qu'il a fait des katas, du karaté. Et puis il
il est devenu plus, on va dire, spirituel. Hein, il enseigne plus tout ce qui est gestion du stress, un peu yoga, ce genre de choses, hein, au Canada. En tout cas, ce sont les dernières nouvelles que j'avais pu avoir de lui. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'évolution dans sa carrière. Et puis ensuite, on a eu bien entendu Raymond Rougeau, hein, l'ancien lutteur aussi, avec donc les frères Rougeau, qui du coup est aussi un commentateur assez connu, hein, de la WWE et notamment en France, qui est donc à commenter d'abord avec Raymond Rougeau, avec Guy Auray à la place d'Eddie Carpentier, et puis ensuite on a pu voir le tandem avec Jean Brassard, qui personnellement que je n'aimais pas personnellement, puisque on sentait qu'il était pas du tout passionné, il n'y connaissait rien. Hein, ça s'entendait très bien. C'est quelqu'un qui venait du monde du théâtre, de l'acting, de la scène. Donc c'est quelqu'un qui n'avait rien à voir avec le milieu du catch. Et moi personnellement, voilà, j'étais pas très fan de ce personnage, qui était même un peu irritant par moment. Et ce qui est drôle, c'est que, encore à l'heure actuelle, hein, le duo Raymond Rougeau et Jean Brassard a été reconstitué, hein, pour le WWE Network, puisque maintenant les pay-per-view sont accessibles dans plusieurs langues, et notamment en langue française. Et quelques heures ou quelques jours après la diffusion du pay-per-view sur le network, et c'est encore le cas avec les Survivor Series, hein, vous pouvez avoir les commentaires en français, mais par Raymond Rougeau et Jean Brassard, donc qui se sont reformés, on va dire à peu près 25-30 ans plus tard. Donc c'est quand même assez étonnant de les revoir ensemble. J'avoue que je les ai pas écoutés depuis, hein, je les ai pas réécoutés, j'ai pas le temps, hein, de réécouter leur performance, mais c'est drôle quand même de les retrouver aussi longtemps après. Ensuite, malheureusement après, hein, alors moi j'écoutais vraiment toutes les émissions, hein, il y a eu énormément, puisque c'était toutes les semaines, à des jours et des heures divers, hein, ça a beaucoup évolué au niveau de la programmation sur Canal. C'est pas si c'était le week-end, après on a eu le mercredi matin, c'était tard le soir aussi, le samedi soir on en a eu, donc on en a eu du codé, on a eu du en clair, vers 19h aussi, je me souviens, on a eu du clair, du crypté, et on a eu des pay-per-view. Donc on avait également les premières diffusions de pay-per-view, on a eu du Royal Rumble, du Survivor Series, du WrestleMania, du Royal Rumble, du SummerSlam. On a eu les grands pay-per-view de l'époque, donc commentés aussi en français, mais avec du retard. Forcément, on avait du retard sur la diffusion américaine, et j'enregistrais tout sur cassette vidéo, hein, donc sur magnétoscope, ce qui fait que malheureusement on n'a plus de magnétoscope ici aujourd'hui, mais du coup je cumule une collection absolument impressionnante de cassettes, un monticule de vidéos, hein, qui doit faire, je dirais, 1m30, 1m40 de vidéos sur tous les shows, en tout cas beaucoup de shows hebdomadaires, de weekly, hein, donc qui étaient commentés en français à l'époque sur Canal+. Donc j'en ai énormément en stock, et j'ai toujours les cassettes, donc même si je ne peux plus trop les voir maintenant, j'ai plus l'appareil pour les voir, mais on va dire sentimentalement, c'est quelque chose que j'ai envie de conserver, et ça veut pas dire que je ne les regarderai pas un jour si je peux me munir d'un magnétoscope. Donc j'ai énormément de cassettes, et ensuite malheureusement, hein, il y a eu un moment où le catch a cessé, hein, sur Canal+, ou en tout cas la WWE a cessé, et en 97, hein, si je me trompe pas, en 97, il n'y a plus eu de WWE ou F, en tout cas à l'époque, et on a eu à la place la WCW qui a commencé, donc qui a pris le relais de la WWF à l'époque, diffusé pendant 3 ans quand même sur Canal+. Donc ce moment-là, c'était Michel Le Tourneur et Marc Blondin aux commentaires, un autre duo heel face, un traditionnel, plutôt marrant aussi, qui fonctionnait pas mal. J'aimais plutôt bien leurs commentaires aussi. On retrouvait un peu de Auray et de Carpentier à l'époque, donc j'ai trouvé ça assez agréable à entendre. Et puis ça m'a permis de voir d'autres lutteurs, de découvrir notamment Rey Mysterio, que je voyais pour la première fois et qui m'avait vraiment ébloui à l'époque. Je trouvais que ce petit homme là, qui faisait des prouesses exceptionnelles, ce qu'on ne voyait pas à l'époque, hein.
On voyait pas ça à la WWF à l'époque. Ces petits high flyers là qui se projetaient, qui cédaient des cordes pour faire des ciseaux de tête, des Hurricane Rana en tout genre. On voyait pas ça à l'époque. Donc ça m'avait vraiment marqué. Et puis d'autres lutteurs charismatiques comme Eddie Guerrero, Chris Benoit, Dean Malenko, Psychosis, Goldberg, tout un tas de lutteurs que j'ai pu aussi découvrir, et puis aussi certains que j'ai pu aussi redécouvrir, puisqu'il y en a aussi qui sont passés de la WWF à la WCW. On a pu voir Hulk Hogan, on a pu voir Kevin Nash, Scott Hall, Lex Luger, le Big Show, Ultimate Warrior. On en a vu passer pas mal aussi, qui sont passés de l'autre côté, ou Bret Hart aussi. Donc j'étais pas trop perdu, on va dire. Donc c'était un autre style, et c'était également très agréable, même si, évidemment, en tant que nostalgique de la WWE, forcément, ça me manquait aussi un peu de ne plus pouvoir suivre la WWF, et de plus savoir ce qui se passait. Du coup, j'avais complètement un autre show, une autre fédération, et voilà, on m'a imposé ça, Canal+ m'a imposé ça. Après, c'était quand même pas désagréable, mais c'est vrai que ça commençait à me manquer. Et donc ça a duré jusqu'en l'an 2000, puisque après en l'an 2000, malheureusement, le catch a cessé sur Canal+, et ça n'a jamais finalement cessé. Ça a vraiment complètement disparu, ça n'est jamais revenu. En 2000, ça s'est stoppé, et du coup, j'ai eu ma traversée du désert, puisque à l'époque, en l'an 2000, je n'avais pas encore internet à disposition chez moi. J'ai dû attendre à peu près 2002, oui, pour avoir les premières connexions internet, mais comme ce n'était pas des connexions illimitées encore à l'époque, j'étais en ADSL avec du temps limité, du coup je ne pouvais pas trop suivre les shows, et c'est vrai que finalement je me suis pas précipité sur la WWE, et finalement j'ai un peu laissé passer, et finalement ma passion était un peu moins présente, de par le fait que c'était plus diffusé, et du coup je suis passé un peu à autre chose. Et heureusement, j'ai quand même eu la chance de voir le catch revenir quand même sur la télé française, sur NT1, donc sur un format que vous connaissez peut-être davantage, puisque c'était avec Ajus et Chéreau, donc un nouveau duo, en 2006 sur NT1, donc avec Catch Attack. Ça a été un plaisir pour moi de retrouver à nouveau la WWE cette fois, et non plus F, avec bien entendu de nouvelles têtes, beaucoup de nouvelles têtes. Et là, ça a été une nouvelle génération. Alors, ce qui est un peu décevant, on va dire, c'est que la fameuse Attitude Era, dont on parle encore énormément, je suis passé à côté. Je suis passé complètement à côté, puisque ce sont toutes les années durant lesquelles je n'ai pas pu suivre le catch, ou en tout cas on m'a fait suivre autre chose. Donc j'ai eu la WCW, puis cette traversée du désert, et donc j'ai repris le cours des choses en 2006, donc toute l'Attitude Era. Alors bien entendu, je l'ai raté, mais après bien entendu WWE a tellement diffusé d'images que j'en ai quand même vu pas mal d'images. Après c'est vrai que j'ai quand même pas pu suivre les émissions au quotidien comme à l'époque, mais c'est vrai que ça aurait pu être drôle d'assister à ça à l'époque. C'est un petit regret, mais c'était comme ça. Et du coup j'ai retrouvé donc en 2006 des nouveaux catcheurs que je connaissais pas. Il y avait John Cena, donc Batista. Je retrouvais quand même quelques-uns que je connaissais de la WWF de l'époque. Il y avait quand même encore l'Undertaker, il y avait encore Goldust notamment. Il y avait encore le Big Show que je connaissais. Mais il y en avait plus beaucoup, des vétérans. Du coup des nouvelles têtes qui se sont ajoutées, et puis quelques anciens de la WCW. J'ai pu voir Chris Benoit notamment, et du coup Eddie Guerrero aussi. Bref, j'ai retrouvé quelques têtes que je connaissais, et beaucoup de nouvelles têtes bien entendu. Et depuis ce moment-là, 2006, je n'ai plus jamais eu de pause. C'est-à-dire que depuis 2006 en discontinu, donc ça fait sans discontinuer pendant 11 ans maintenant, je suis tout de A à Z, donc je n'ai pas raté un seul show, puisque là maintenant, même si
on le sait maintenant, hein, depuis 2013, donc depuis pendant 7 ans, hein, NT1, enfin en tout cas le catch sur la télé française sur NT1 a été diffusé et après ils ont arrêté en 2013. Malgré ça, j'ai continué. Je ne regarde pas sur AB1 ou sur RTL9, tout simplement parce que ce ne sont pas des horaires qui me conviennent, et tout simplement aussi parce que ils ne diffusent pas la totalité des émissions, en tout cas pas en intégralité, notamment Raw, qui dure 3 heures aux États-Unis et qui est là compacté en 1 heure et demie, je crois, en France. Et moi, je suis quelqu'un de très curieux et je ne peux pas me passer, je ne peux pas me permettre de regarder seulement 1 heure et demie d'émission, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se sont passées. Quand bien même ils essayent de tirer le meilleur de chaque émission, je ne peux pas me passer de ça. Je dois voir tout. Je suis un glouton et je dois voir tout ce qui est diffusable. Donc maintenant, depuis plusieurs années maintenant, je regarde que les streaming, je regarde tout en streaming et en VO, ce qui me permet de voir toutes les émissions en intégralité. Donc mes semaines, hein, depuis maintenant plusieurs années, mes semaines sont assez chargées puisque je regarde tout ce qui concerne la WWE. Donc je regarde aussi bien Raw que SmackDown, que 205 Live, que NXT, que tous les shows du network qui sont diffusés, donc le lundi soir notamment après Raw. Donc ça peut être Table for Three, ça peut être Ride Along, ça peut être, à l'époque il y avait Swerved, il y avait le show aussi d'Edge et Christian qui a disparu depuis, WWE24, il y avait Breaking Ground que j'aimais bien aussi. Malheureusement, il y en a plus. Il y a un nouveau show qui s'appelle aussi 365. Là, il y a la première avec Kevin Owens. Il y a Story Times. Il y a beaucoup de shows que j'ai regardés. Enfin, tous les shows du network. Donc, je les ai regardés. Donc, je continue, hein, quels que soient les shows, je les regarde. Ça dure pas longtemps, ces petits shows du network. Ça dure 20-25 minutes. Donc, ça vaut toujours le coup de les regarder. Même les shows qui peuvent paraître un peu plus cucu comme Total Diva, Total Bella, je les regarde aussi. Ça peut paraître un peu débile, mais mine de rien, ça peut aider notamment à comprendre peut-être certaines storylines, ou en tout cas l'utilisation de certaines filles, et ça peut permettre de nous aiguiller en se disant, est-ce que cette fille-là du coup ne va pas recevoir un push, est-ce que la façon dont elles sont utilisées à Total Diva ne va pas servir à alimenter une storyline plus tard dans les shows, dans les vrais shows. Du coup, je regarde aussi pour ça. Il y a ce côté un peu voyeuriste, même si bien entendu on sait que tout est romancé, hein, c'est aussi quand même une grosse part de romance de script, hein, dans les émissions de Total Diva et Total Bella. Mais je les regarde aussi, et ça permet aussi de voir les catcheurs autrement que sur le ring, donc dans leur vie privée. Bien entendu, même si on sait, il y a donc cette part de romance qui est très important, de drama, comme on dit, qui est très prononcée. Lorsqu'il y a aussi, alors en dehors de la WWE, finalement je ne m'autorise pas grand chose d'autre, à part la Lucha Underground, qui est la seule fédération finalement que je suis depuis le début, et intégralement. Il y a eu des pauses, hein, puisque là, pour ceux qui s'intéressent, la saison 3 est terminée, la saison 4 va partir en tournage, donc j'attends maintenant la prochaine diffusion. Donc ça marche par saison, donc il y a quand même le temps de regarder ça tranquillement. Ces épisodes sont courts, ça dure 3/4 d'heure par semaine. C'est un show dans la semaine, c'est quand même pas quelque chose qui occupe beaucoup de temps. Et j'aime beaucoup c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire, de voir du catch vraiment mélangé à une série télé, en fait. Côté série télé plus catch mêlé à tout ça, ça donne un excellent mélange, et franchement ça donne un super boulot. Moi j'aime beaucoup, et puis le in-ring est vraiment de très très bonne facture, et puis pareil, ça m'a donné aussi l'occasion de découvrir pas mal de lutteurs, notamment Ricochet, enfin Prince Puma, Pentagon Junior, les Killshot, les Phoenix, les Dragos, voilà, tous ces lutteurs-là, Angelico, enfin voilà, ça fait un peu les grands noms que je retiens, et puis quelques anciens de la WWE comme John Morrison, où on a vu Chavo Guerrero, Rey Mysterio, Ezekiel Jackson, enfin on en a vu pas mal aussi d'anciens, PJ Black,
Du coup, Justin Gabriel, quoi. Bref, il y avait beaucoup d'anciens de WWE, et franchement, j'adore ce produit, et j'ai hâte de découvrir la saison 4. Mais sinon, en dehors de ça, je n'ai pas le temps à consacrer. La WWE prend tellement de temps avec toutes ces émissions que je n'ai pas le temps de regarder, notamment la GFW ou la New Japan ou la ROH, enfin les principaux concurrents. J'ai vraiment pas le temps. Il faut que je fasse des sacrifices et je ne peux pas me permettre de regarder. Déjà que la WWE m'occupe énormément de temps, énormément. J'arrive même, il y a même du coup en ce moment et j'ai même pas le temps de sortir tellement il y a de shows à regarder. Je regarde les news, j'interviens sur des forums. Bref, et puis du coup j'ai mes vidéos, ma chaîne. Bref, ça m'occupe énormément de temps et je ne parle même pas du boulot, donc mon boulot qui me prend vraiment énormément de temps aussi. Donc du coup, je n'ai plus que le week-end pour regarder tous les shows, regarder les news, faire des vidéos un peu le week-end. Donc finalement, j'ai pas énormément de vie privée ou de divertissement. Hein. Le catch m'occupe énormément de temps et en même temps, c'est la passion. Hein. C'est la passion. Puisque voilà, j'adore faire des scénarios, du fantasy booking, réfléchir à ce qui pourrait arriver, faire des pronostics, hein, comme vous pouvez le voir depuis un an, essayer de comprendre ce qui pourrait se passer, pour quelles raisons, où la WWE veut nous emmener. Pour moi, tout ça, ça me passionne. Pour certains, ça peut paraître un peu trivial, et pourtant, enfin moi, ça me permet de m'évader en quelque sorte, de penser à autre chose que le boulot, voilà, toutes ces choses un peu saoulantes, et de m'évader et de m'amuser, de me divertir en quelque sorte avec toutes ces scénarios possibles, la surprise aussi, l'excitation, savoir est-ce qu'il va pas y avoir un heel turn, un nouveau lutteur qui va arriver, à nouveau de la NXT ou le retour d'un ancien lutteur. Bref, il y a toujours de l'excitation et c'est ça qui me plaît, même si il faut le reconnaître, hein, le WWE a quand même pas mal perdu en qualité, on le sait depuis un bon moment maintenant, avec des bookings très foireux, des utilisations notamment de talents comme ceux de la NXT notamment, qui sont quand même très limites, très mal exploités, des talents qui sont quand même un peu foutus en l'air. Et c'est ça qui est regrettable. Et j'ai un peu peur pour certains lutteurs, notamment on voit les Asuka, Finn Balor, Nakamura, Bobby Roode, et voilà, des lutteurs comme ça. Et puis même actuellement il y a une storyline avec Kevin Owens et Sami Zayn, par rapport à leur utilisation, et le fait qu'on n'exploite pas leur talent suffisamment. Donc bref, il y a quand même énormément de choses qui ne vont pas au niveau des bookings, et puis on l'a pu le voir aussi au Survivor Series. Donc ça m'inquiète un peu. Et puis là, bon, on va arriver à Clash of Champions dans 2 semaines, qui va être le dernier show de l'année. On va arriver aux fêtes, on va arriver un peu au moment un peu, on va dire le creux de l'année, hein, avec Tribute to the Troops, et on va dire ce longue période sans pay-per-view, puisque après, donc dans le 17 décembre, dans 2 semaines, on a Clash of Champions, mais après il va falloir attendre un mois, pratiquement un mois et demi avant le Royal Rumble, donc il va y avoir un énorme creux de fin d'année, de fête, et du coup on risque de s'ennuyer un peu, mais bon, c'est chaque année comme ça. Après, bon, on va dire que c'est l'occasion de faire de bilan de l'année, de commencer à faire des tops, des flops, de faire des vœux pour l'année suivante, un peu comme j'ai fait l'année dernière. C'est l'occasion de faire des bilans, et je pense que j'essaierai de faire des choses comme ça pour la fin d'année. Probablement, hein, j'aurai le temps, comme je serai en vacances pour les fêtes, je vais essayer de réfléchir un peu à tout ça. Alors, un an de vidéos, forcément, je vous le cache pas, c'est vrai que j'ai souvent eu l'idée, enfin en tout cas pensé à arrêter. C'est vrai que je fais pas énormément de vues. Je vois bien la différence. Je me suis un petit peu lancé dans le foot de temps à autre. J'ai fait des vidéos de foot avec un nombre de vues incalculable, en tout cas pour certaines.
Sur le tirage au sort notamment de la Ligue des Champions, où j'ai fait 1400 vues, c'est ma plus grosse vidéo, c'est un nombre absolument pour moi pharaonique. Le tirage au sort de l'Europa League le lendemain, c'était pareil, enfin ça a pas fait 1400 vues, mais ça a dû en faire 6 ou 700, ce qui est déjà aussi énorme. Mais dès que ça parle de catch, bah ça n'excède pas les 100 vues quoi. Donc on voit bien que il y a des passionnés quand même qui me suivent, qui suivent le catch, et ça je vous en remercie, mais c'est vrai que le catch ne passionne pas autant que le foot, qui est bien entendu le sport numéro 1 dans le monde. Donc c'est quand même difficile d'attirer tout le monde et de faire d'attirer des gens pour qu'ils puissent s'intéresser et regarder des vidéos qui traitent de catch. Et, et bon, c'est à l'image du catch en France, hein, on le sait. Le catch en France a du mal à prendre. Il y a eu, on va dire, un petit âge d'or là, justement à l'époque, la grande époque à Jules Chéreau sur NT1, où ça avait commencé à reprendre. Il y a eu pas mal d'intérêt qui a même du côté des filles, hein, ça a commencé à prendre, et il y a eu beaucoup de merchandising. Mais c'est vrai que là, le soufflet retombe, le catch redevient un peu anonyme en France. C'est malheureux, hein. Il y a une communauté internet qui est quand même assez présente, hein, on le voit. Enfin, moi, je participe à un forum notamment. Je vois qu'il y a énormément de passionnés, des gens qui ont une très grande culture de catch. Hein. Il faut les voir s'exprimer. Il faut les lire. Il y en a qui sont très intéressants à lire. On sent qu'ils ont une très grosse culture catch et ils savent énormément analyser les choses. Ils sont très clairvoyants. Hein. Ce sont vraiment des vrais smart, hein, des vrais smart fans, comme on dit. Et c'est toujours très intéressant d'échanger avec des personnes comme celle-ci et des francophones, donc c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec des personnes qui parlent la même langue que vous, et de parler surtout de sa passion, et des news, des pronostics, et d'échanger même sur le passé, sur différents lutteurs, sur différents shows, sur les lutteurs préférés, les lutteurs qu'on aimait, qu'on détestait, la ou sous-utilisation de certains lutteurs. Bref, il y a énormément de débats que tu peux faire et que vous pouvez faire avec d'autres membres de forum notamment, et c'est toujours très intéressant, et ça aussi ça alimente ma passion, et moi j'adore faire ça aussi, dès que j'en ai l'occasion. Euh, Ça permet aussi de découvrir, d'apprendre des choses aussi, hein, parce que même si je suis le catch depuis 30 ans, ça veut pas forcément dire que je connais tout. La preuve, hein, puisque j'ai quand même eu une grosse période du désert, comme je vous en parlais tout à l'heure, donc j'ai quand même énormément de choses que je ne connais pas, ou très mal notamment, donc sur toute la période Attitude Era, donc l'âge d'or avec, on va dire, le Rock, Stone Cold, Mankind, Triple H et compagnie, où j'ai raté quand même énormément d'événements aussi importants de l'histoire de la WWE. Donc c'est quand même un grand pan de la WWE que finalement que je maîtrise pas des masses. Euh, donc quid de l'avenir, donc on verra en 2018. Déjà je vous en remercie, puisque j'ai 52 membres aujourd'hui, donc c'est un peu, d'ailleurs c'est drôle, puisque 52 c'est le nombre de semaines qu'il y a dans une année, et donc ça c'est la première année, donc aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est drôle, puisque ce 52e membre est arrivé juste à peu une demi-heure avant que je fasse cette vidéo. Donc je remercie d'ailleurs Sylvie, hein. J'ai découvert, c'était une femme en plus, Sylvie, donc je te remercie Sylvie. Ça fait plaisir en plus de voir une femme, donc c'est pas la première, mais c'est bien je suis très content de voir des femmes rejoindre ma chaîne, surtout parce que je parle pas forcément de choses très très féminines, si je puis dire, parce que je parle beaucoup de foot, de catch essentiellement. Donc c'est quand même très plaisant de voir aussi qu'il y a des femmes qui s'abonnent à ma chaîne. Et donc 52 c'est une année, donc le calcul est vite fait. Donc finalement, du coup 52 membres en 52 semaines, donc c'est en moyenne, donc c'est très simple, j'ai gagné un membre par semaine, ce qui est quand même une moyenne très très honorable, je trouve, à mon niveau en tout cas, pour quelqu'un qui débutait, d'avoir un membre en moyenne par semaine qui s'abonne à ma chaîne. Donc c'est
c'est quand même quelque chose d'important pour moi. C'était pas la folie, hein, 52, hein. On peut se dire, il y en a qui ont 500, 600, 8000, 2000, 3000 membres, bien entendu. Donc je peux pas lutter face à eux. Ils ont un peu plus de notoriété que moi. Les gens ne me connaissent pas, hein. Enfin, je veux dire, les principaux youtubeurs catch ne me connaissent pas, hein, finalement. Donc moi je suis très 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 confidentiel comme youtubeur catch, hein. Et d'ailleurs, en faisant une parenthèse là-dessus, de qui c'est que j'écoute, bah je suis surtout, on va dire, trois, il y en a eu quatre, mais maintenant il y en a trois, ou enfin trois, quatre, ouais, trois, quatre youtubeurs. Je suis Jordan, donc c'est Brotherheads maintenant, hein, qui a changé de nom. Je suis Jordan, je suis Cora aussi, hein. C'est bien aussi de voir des femmes parler de catch, donc je pense que c'est celle qui en parle le mieux, qui a son propre style, qui a son franc-parler, et je pense que c'est intéressant aussi de la suivre, même si je suis pas toujours d'accord avec elle, qu'elle a ses propres critères, qui ne sont pas du tout, elle ne suit pas trop le in-ring, elle a plus des critères scénaristiques ou de cohérence. Donc chacun a ses critères. Moi je suis quand même un peu plus le in-ring, mais un peu plus le in-ring avec quand même aussi de la cohérence des choses, mais c'est surtout le in-ring quand même qui m'intéresse au final, et la qualité des lutteurs. Donc chacun a ses critères. Je suis aussi Anaconda Vice, Mathieu, j'aime bien aussi écouter ses vidéos. Bah, je suis aussi Cessal Catch, hein, la chaîne Cessal Catch qui fait beaucoup aussi pour la promotion du catch en France. Donc c'est bien de noter qu'il y a des gens qui continuent à faire ça. Donc je suis aussi leur show, même s'ils sont très longs, hein, ils durent 3 heures. J'essaye d'écouter quand je peux, un peu en décalage, d'écouter un peu leur show, ce qu'ils ont à dire, les pré-shows ou les débriefs, en tout cas les émissions du mardi soir. Et puis je suis un peu quelques-unes de leurs vidéos, notamment sur 2K18, j'aime bien aussi écouter. Bref, je suis quand même pas mal de vidéos YouTube finalement sur le catch. Je ne fais pas que de m'écouter, hein, quand même. Je suis pas aussi nombriliste que ça. Donc il y a quand même pas mal de vidéos que je regarde. Et en dehors aussi des youtubeurs français, j'aime bien, je m'abonne aussi je suis abonné à Up Up Down Down. Donc ça me permet aussi de concilier le catch et les jeux vidéo, qui était aussi une passion que qui a pratiquement disparu depuis que je suis enfant, mais c'était c'est quelque chose c'était une ancienne addiction, on va dire, hein. Donc ça m'intéresse quand même toujours de voir des jeux vidéo et des catcheurs qui jouent, et puis ça permet aussi de les voir aussi dans d'autres conditions que sur le ring. Donc c'est un peu comme je vous disais avec Total Diva, Total Bella ou d'autres shows, où on peut voir les catcheurs hors ring. C'est toujours intéressant de les voir un peu en dehors du ring, en dehors des spotlights, de voir un peu comment ils évoluent. C'est toujours sympa. Voilà. J'aime bien aussi les voir dans d'autres conditions, hors de leur gimmick, et beaucoup plus naturel. C'est toujours sympa à voir. Voilà un peu ce que je pouvais dire pour célébrer ce premier anniversaire. Comme je vous l'ai dit, hein, j'avais envie de vous montrer mes dernières acquisitions, en tout cas c'est plutôt des cadeaux en termes de figurines, donc que j'ai eu mi-novembre pour mon anniversaire. J'en ai demandé un certain nombre, je les ai au compte-gouttes, et je pense que la deuxième livraison me sera fournie à Noël, hein. Donc je sais qu'il y en a d'autres qui vont arriver. En tout cas, pour le moment, je peux déjà vous montrer le Miz. Il y a deux photos, puisque comme vous pouvez le voir, il a d'abord cette fameux manteau, hein, très particulier, qui le recouvre tout le corps, et avec ses lunettes de soleil. Donc ça, c'est la première photo, et bien entendu, donc ce manteau, et ses lunettes, on peut tout enlever, et ça donne ça. Donc je trouve que c'est quand même plutôt réaliste. Il est pas mal fait, et j'aime bien. En plus, il est tout blanc. On le voit pas forcément toujours en blanc. Je trouve ça classe comme ça. Et il est plutôt réussi. La coiffure a un petit peu changé quand même depuis, mais ça reste quand même une belle figurine, et je ne l'avais pas, donc et c'est quand même quelqu'un qui est là depuis longtemps, donc c'est quand même bien d'avoir le Miz dans les figurines. Autre figurine, les New Day. Alors je suis content de les avoir, parce que quand même avoir les trois, c'est quand même important, hein. On peut pas en avoir qu'une seule des trois, il faut avoir les trois. Et en plus,
c'était pas facile puisque finalement j'ai eu du mal à retrouver sur internet, hein, puisque j'ai commandé, enfin en tout cas j'ai demandé à ce que ce soit commandé sur internet, et il n'y avait pas les trois dans une même boîte, et en plus il n'y avait pas les trois avec leur tenue bleu ciel en tout cas et rose, donc la tenue plus traditionnelle. Et donc la seule façon de les avoir, c'était d'en avoir en deux fois, c'est-à-dire un paquet avec deux lutteurs et un autre avec un lutteur tout seul. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu les avoir. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis plutôt content puisque on a leur couleur traditionnelle et en plus on a, elles sont, donc tout le monde est assorti. Donc j'ai l'ensemble des trois et voilà, avoir les New Day, c'est quand même sympa. Et donc a priori, donc j'ai demandé les Usos. Donc je pense, a priori, j'espère pouvoir avoir les Usos à Noël. Ça fait partie des lutteurs que j'aimerais bien aussi avoir. Et enfin, donc un lutteur que j'attendais depuis longtemps, hein, c'est AJ Styles. Voilà, donc là, je le trouve très réussi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très réussi avec sa tenue, on va dire, plus traditionnelle et ses gants bleus. Donc voilà, je le trouve très réussi. Il y a son tatouage aussi sur les côtes. Il est avec la coupe de cheveux aussi, sa barbe, enfin vraiment très ressemblant. Et je suis vraiment content de l'avoir. Ça, c'était l'une des grosses superstars que je n'avais pas. Et d'ailleurs, dans les superstars, les grosses superstars que je n'ai pas encore eu, et j'espère l'avoir à Noël, il y a Nakamura. Et il y a aussi Bobby Roode. Alors Bobby Roode, malheureusement, j'ai pas trouvé de figurine pour le moment. Alors ça devrait pas tarder, mais j'en avais pas vu. Tout comme Tye Dillinger, aussi mon petit chouchou Tye Dillinger, que je n'ai pas trouvé en figurine, en tout cas commandable. Mais ça devrait pas tarder ça ne devrait pas tarder, je pense. Donc bien entendu, ce sont aussi des figurines que j'attends. Et donc je vous en montrerai en fin d'année, hein, pour lorsque j'en aurai des nouvelles. Voilà ce qu'on pouvait dire un peu sur cette vidéo un peu surprise sur mon premier anniversaire, le premier anniversaire de ma chaîne. Je me suis un peu livré, j'ai parlé un peu de ma passion, de l'histoire, du pourquoi, du comment, pourquoi est-ce que j'aime le catch et pourquoi ça me passionne autant et pourquoi est-ce que ça m'anime encore 30 ans après. Voilà, y a pas, ça ne s'explique pas, c'est ça la passion et j'espère que ça va continuer longtemps encore. Et je pense que oui, et pourtant Dieu sait que la WWE ne fait pas toujours du bon travail, hein, notamment ces dernières années, mais moi, même quand quelque chose n'est pas très bon, je continue à regarder quand même, je n'abandonne pas, et, et parce que c'est la passion que j'ai envie de suivre par curiosité, parce que j'aime ça, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, hein, ma vidéo quand même dure pas loin de 3 quarts d'heure, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, peut-être au week-end prochain, peut-être dans 2 week-ends ou plus tard, puisque ce seront les pronostics de Clash of Champions, le dernier pay-per-view de l'année à la WWE. Donc il va falloir suivre ça avec beaucoup d'attention. On se retrouve très bientôt. Et d'ici là, bien entendu, plus que jamais, n'oubliez surtout pas, vive le catch!